Nous allons donc poursuivre avec notre secrétaire scientifique Philippe Others de Tournai qui va nous parler des préventions des hernies péristomiales après colostomie terminale permanente, et les commentaires seront faits par Jean-Pierre Cossa qui a également participé à l'étude. Bien, chers collègues, je vais aborder avec vous un sujet relativement passionnel qui est la prévention des hernies péristomiales. Avant tout, je pense que, tout le monde sait que la hernie péristomiale est une complication grave et fréquente après la création d'une colostomie terminale définitive, mais dont l'incidence est, je pense, largement sous-estimée. Si on se réfère aux études rétrospectives, on a une incidence moyenne de 30%. Si l'on fait appel aux études prospectives, on voit que si l'on se base sur la simple évaluation clinique, on a des taux de 81% à 5 ans. Et si l'on base sur une évaluation par CT scan, il y a même des études qui publient des résultats de 93% d'hernie parastomiale. Si l'incidence est sous-estimée, je pense aussi que les conséquences de ces éventrations péristomiales sont sous-estimées. Si on se base sur une étude de la Fédération des stomisés de France réalisée en 2011, on se rend compte que 3/4 des patients qui ont une éventration péristomiale sont symptomatiques, fortement symptomatiques, et qu'ils ont des plaintes souvent multiples. A contrario, si l'on regarde la littérature chirurgicale, en fait, la plupart de ces patients sont considérés par les chirurgiens et par les médecins comme asymptomatiques, et seuls 18 à 30% de ces patients vont bénéficier d'un traitement chirurgical pour leur hernie péristomiale. Cette grande divergence entre médecins et patients, je pense, s'explique par deux choses. D'une part, beaucoup de chirurgiens n'ont pas beaucoup d'expérience dans ce type de chirurgie. D'autre part, tous les chirurgiens savent que c'est une chirurgie difficile, avec une morbidité non négligeable, et c'est clair que personne n'a envie de se lancer dans ce type d'intervention. Si on se base sur l'étiologie d'hernie péristomiale, il y a eu des études faites par des physiciens. On sait que ces hernies péristomiales sont liées à un agrandissement progressif de l'ouverture aponévrotique lié à des forces tangentielles permanentes qui s'exercent sur le pourtour de l'orifice. Et d'un point de vue physique, il est démontré également que ces forces sont proportionnelles à la pression intra-abdominale et au diamètre de l'orifice. Ce qui veut dire que si vous avez un patient très obèse chez qui vous allez devoir faire une grande ouverture, ce patient, il a de fortes chances de développer une hernie parastomiale. Alors les facteurs de risque, ils sont bien connus. On a l'obésité, je viens d'en parler, mais on a aussi le sexe féminin, l'âge au-delà de 60 ans, et considérant la taille de l'orifice pariétal, certes tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut que cet orifice soit le plus petit possible. D'un autre côté, il doit être suffisamment large pour laisser passer le côlon et ne pas, compromettre la vascularisation de celui-ci. Ce qui veut dire que sur ces paramètres-là, le chirurgien, il a très peu d'influence. La seule chose que le chirurgien peut réaliser, c'est d'essayer de réaliser une colostomie idéale dans la mesure où cela existe. Et beaucoup de chirurgiens, en particulier, je pense, dans le monde francophone, considèrent que la colostomie idéale doit être transrectale et sous-péritonéale, et que moyennant ces deux artifices, on va diminuer le risque de complications. Malheureusement, c'est loin d'être démontré, et je pense même que c'est faux. En ce qui concerne la localisation donc, de la stomie par rapport ou en dehors du muscle grand droit, il existe une publication récente des Cochrane Database qui montre très distinctement qu'entre la voie transrectale ou en dehors des muscles grand droit, il n'y a pas de différence statistiquement significative dans l'incidence de la hernie parastomiale. D'autre part, en ce qui concerne le trajet sous-péritonéal ou transpéritonéal, il existe deux méta-analyses récentes dont je vous en cite une. Il semblerait de façon statistique que le trajet sous-péritonéal prévienne un peu l'incidence de l'hernie péristomiale. Par contre, si vous regardez les chiffres qui sont cités, 7%, 11%, c'est pas sérieux. Ce sont des chiffres qui sont beaucoup trop faibles, et je pense que l'on ne peut pas tirer sur base de ces études de conclusions véritables. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas prouvé que la colostomie à travers les muscles grand droit et sous-péritonéale est meilleure qu'une colostomie directe. Et je voudrais aussi vous dire qu'en fait, l'inventeur de la colostomie sous-péritonéale, c'est un chirurgien anglais qui s'appelait Golliger, né à Londonderry, et qui en 1958, donc un an avant ma naissance, décrivait la technique et considérait cette technique comme le gold standard. Et à peu près 25 ans plus tard, dans un livre de référence, il publiait que cela n'était faux et que la hernie péristomiale était une complication inévitable, quel que soit le type de technique. On est donc confronté à la situation suivante. Vous avez un risque élevé d'hernie parastomiale dont les conséquences sont importantes, et en cas de nécessité de réparation chirurgicale, les résultats sont mauvais. Ceci est un résultat, ce sont des chiffres qui émanent du registre national danois, publié en 2014. Première constatation, mortalité post-opératoire 6%, c'est colossal. Morbidité de type 3B, 13%.
Nécessité de réintervention pour récidive, 11%. Simplement pour vous convaincre que la réparation est quelque chose de difficile, avec des résultats qui sont perfectibles. Et donc, la mise en place d'une prothèse prophylactique lors de la création d'une stomie définitive a été conseillée par un nombre croissant d'équipes chirurgicales, et les premières publications sur le sujet datent de 86. Je dois dire que malgré ces résultats encourageants, il y a eu une grande réticence dans la communauté chirurgicale pour proposer ce type d'intervention dans un milieu potentiellement sceptique. Alors, pour vous en convaincre, il n'y a actuellement que 10 études, enfin fin 2014, il n'y avait que 10 études incluant au minimum 20 patients. Il y a quand même 5 études prospectives randomisées, ce qui va nous permettre de tirer quelques conclusions. La plupart des études sont réalisées avec prothèse synthétique, par la parotomie. La position de la prothèse est rétromusculaire et la plupart du temps, on utilise une prothèse trouée, avec un orifice dans son centre. Qu'est-ce que l'on sait de cette littérature? Bien, première chose, c'est que la prothèse diminue de façon statistiquement significative l'incidence de la hernie parastomiale qui passe de 55% dans le groupe sans prothèse à 12% dans le groupe avec prothèse. D'autre part, dans le groupe également avec prothèse, la nécessité de réintervention pour une hernie parastomiale est statistiquement significativement différente puisqu'elle est de 0% versus 22% dans le groupe sans prothèse. Ça, c'est la première chose que l'on sait. Deuxième chose que l'on sait de la littérature, c'est qu'il n'y a aucune infection de prothèse, ni aucune nécessité d'ablation de prothèse publiée dans ces séries. Certes, ce sont des séries petites, mais c'est comme ça. Alors, il y a quand même un élément qui est un peu perturbant, c'est que dans la plupart des études, encore une fois, qui ont été réalisées par la parotomie, avec une colostomie à travers les muscles grand droit et une prothèse trouée en position rétromusculaire, le taux d'apparition d'une hernie est quand même loin d'être négligeable. Vous allez le voir, si on fait une moyenne sur ces études, malgré la mise en place d'une prothèse, on a 15% d'apparition d'hernie parastomiale. C'est très mauvais comme résultat. Si vous avez ce type de résultat dans une hernie inguinale, je crois que vous n'auriez plus jamais aucun patient. Et donc, première question, quelle est l'explication à cela? En fait, elle est de nouveau physique, et on sait en effet que toute prothèse synthétique a tendance à se rétrécir, et il a été prouvé sur modèle in vivo que si vous faites un trou au milieu d'une prothèse, ce trou va s'agrandir avec le temps et donner ainsi la possibilité de développer une hernie parastomiale. Ce n'est pas qu'une hypothèse, ceci a été confirmé par tous les chirurgiens qui font du traitement de la hernie parastomiale, mais également par ceux qui en font la prévention. Et notamment, ceci, c'est une image qui est sortie d'une publication espagnole de Serra Racil, où il montre très bien que la prothèse et l'orifice central s'est agrandi avec le temps, laissant ainsi la possibilité d'avoir une hernie parastomiale. Sur base de cette constatation, dès 2007, nous avons pensé à une autre technique, qui est la technique de Sugar-Baker modifiée, qui consiste à positionner une prothèse en position intrapéritonéale, couvrant à la fois l'orifice de faiblesse, mais également pariétalisant le côlon le long de la paroi abdominale. Cette intervention, elle est tout à fait réalisable par la paroscopie et par la parotomie. Et donc nous avons débuté, en 2008, une étude prospective parmi les membres du Club Célio, afin de déterminer, d'évaluer l'efficacité, mais également l'innocuité de ce type de traitement. Je vais être tout à fait honnête avec vous, on n'a pas reçu, un support massif des membres du Club Célio, puisque seuls 8 membres sur 50 ont accepté ce concept et ont accepté d'inclure des patients dans l'étude. Alors bien sûr, il y avait des critères d'inclusion relativement stricts. Il s'agissait de chirurgie élective, avec colostomie permanente. La résection était potentiellement curative, autrement dit, on ne proposait pas cela à des patients métastatiques. Il ne devait pas y avoir de contamination péropératoire massive, et bien sûr, on devait obtenir le consentement éclairé du patient. Nous avons ainsi colligé 27 patients consécutifs, opérés entre 2008 et 2014. Comme vous voyez, 93% de ces patients étaient soit âgés de plus de 60 ans et ou avaient un IMC supérieur à 25. Tous ont été opérés pour raisons carcinologiques. Tous ont une colostomie terminale avec prothèse prophylactique en position intrapéritonéale. Il s'agissait chaque fois d'une prothèse biface, donc avec une membrane de collagène sur le côté viscéral pour prévenir les adhérences.
Alors, tous ces patients ont été évalués à intervalles réguliers, idéalement tous les 6 mois au cours des 2 premières années, 1 fois par an au-delà de la seconde année, par examen clinique bien sûr, mais tous ces patients ont également eu des CT scans de contrôle. Non pas dans le but de diagnostiquer une hernie péristomiale, mais essentiellement dans une visée oncologique. Et dans l'optique de ce diagnostic de ces hernies, nous avons utilisé la classification de Moreno-Matias, qui est une classification radiologique qui se base sur le contenu du sac hernière. Est-ce que vous auriez un pointeur? Je sais pas. Merci. Alors, en fait, les hernies de type 1 sont des hernies qui sont constituées uniquement par le côlon amené en stomie, et on distingue les hernies de petite taille inférieure à 5 cm de celles de grande taille de plus supérieur à 5 cm. Les types 2, c'est le grand épiplomb qui est incarcéré dans la stomie, dans l'éventration, et le type 3, c'est le grêle. Alors cette classification, elle est très intéressante parce qu'il existe une excellente corrélation, aussi bien dans l'équipe espagnole que dans une équipe coréenne, entre les symptômes du patient et le type de hernie. Comme vous le voyez par exemple, tous les patients qui ont une hernie de type 3, c'est-à-dire avec du grêle, sont tous symptomatiques. A contrario, tous les patients de type 1A, qui n'ont que le côlon avec une toute petite sac hernière, sont quasiment tout à fait asymptomatiques. Et c'est pour cette raison, l'équipe espagnole de Serra Aracil et Moreno-Matias considère que seules les hernies 1B, 2 et 3 sont de vraies hernies péristomiales. Alors, dans notre série, donc, durée opératoire moyenne, 225 minutes. Ce qui est important de préciser, c'est que le temps moyen pour la mise en place de la prothèse est de l'ordre de 17 minutes, ce qui correspond en fait à 7% de la durée opératoire totale. Ça ne me paraît pas un temps excessif. La plupart du temps, on a utilisé des prothèses de taille 15 cm. La plupart des interventions ont été réalisées par laparoscopie, et la plupart du temps, ce sont des colostomies transpéritonéales, parce que techniquement plus facile. En cas de colostomie transpéritonéale, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous avons utilisé pratiquement systématiquement une prothèse spéciale dont je vais vous montrer le type dans quelques diapositives. Alors, sur l'aspect infection, je voudrais insister sur le fait que le seul temps septique de cette intervention, c'est ceci, c'est la section landogia du côlon. Ensuite, votre côlon il est passé à travers la paroi abdominale et c'est seulement à ce moment-là que vous allez introduire la prothèse. Donc le risque infectieux, il est vraiment minime. Concernant le risque de prévention d'érosion, parce que cela a été décrit, on utilise une prothèse spéciale que vous voyez ici, qui est une prothèse donc biface, dont la partie centrale, elle, est protégée de chaque côté par une membrane de collagène. Ça veut dire que cette partie centrale qui va être au contact de votre côlon, en principe, n'est pas à risque d'érosion. Alors, concernant le suivi, ça, je pense que ceci est assez intéressant. Nous avons un suivi très long maintenant qui est de 56 mois, avec des extrêmes de 6 à 82 mois. Et aucun de ces patients n'a été perdu de vue. Vous voyez, la survie, c'est une survie classique dans ce type d'études. Et en termes de résultats maintenant, de nouveau, nous n'avons pas eu d'infection de prothèse et aucune prothèse n'a dû être enlevée. En termes d'évaluation clinique, les résultats sont peut-être un peu trop beaux pour être vrais, mais je vous assure que c'est la réalité. Aucun des patients n'a des difficultés d'appareillage et un patient, par contre, a été diagnostiqué avec une hernie péristomiale. Sur base des CT scans de contrôle, en effet, on va retrouver 2 hernies péristomiales de type 1A, donc soit 7%. Il est important de signaler que ces 2 patients sont toujours demeurés asymptomatiques malgré cette hernie parastomiale qui n'a pas augmenté de taille avec le temps, et ceci avec des suivis de 51 à 58 mois. Donc au total, si on se base sur le fait que les hernies de type 1A sont considérées comme pas des vraies hernies parastomiales, nous n'avons dans notre série aucune hernie péristomiale véritable. Alors voici quelques exemples de scanners de contrôle. Ceci et ceci, ce sont des hernies de type 1A. Vous voyez que vous avez une petite hernie formée par le côlon lui-même, mais de taille relativement modeste, de moins de 5 cm. Et ceci, ce sont 2 résultats considérés comme excellents. Et donc en conclusion, je pense que la mise en place d'une prothèse prophylactique au moment de la création d'une colostomie définitive devient une procédure validée par de nombreuses publications et par quelques études randomisées et sera probablement ou possiblement recommandée en routine dans un futur proche chez des patients sélectionnés.
Alors cependant, je vous l'ai dit, la possibilité de développer une hernie avec ce qu'on appelle dans la littérature anglaise les techniques keyhole, donc avec un orifice central, n'est pas négligeable, et je pense que dans un avenir relativement proche, cette technique de Sugar-Baker devrait aussi pouvoir, peut-être, devenir le gold standard dans ce type de chirurgie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Philippe. Je vais donc appeler Jean-Pierre Cossa pour les commentaires. Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, mes chers collègues et maîtres, Philippe Otters a décidé d'éradiquer les éventrations péristomiales, et Philippe, tu me pardonneras cette spécificité française de parler d'éventration, mais c'est un terme qui est validé par le chapitre français de l'EHS. Ça veut dire que 80 000 patients en France vont être très intéressés par son discours, patients stomisés, dont il faut rappeler que 9 fois sur 10, ils l'ont été pour raisons carcinologiques. La lecture de la littérature à ce sujet, en matière de colostomie terminale, est assez déstabilisante, puisque les taux d'observation rapportés varient entre 4 et 93%, tu l'as souligné. Il est évident qu'il y a un problème d'acuité diagnostique, que celui-ci soit clinique ou radiologique, mais en tout cas fluctuant en fonction d'une recherche dynamique en hyperpression abdominale. Il faut bien sûr aussi mentionner la nécessité d'un délai de surveillance suffisant, puisque même si la majorité des éventrations péristomiales sont observées dans les 2 ans qui suivent leur réalisation, il existe une augmentation logique de leur apparition avec le recul, et bien évidemment une interférence possible avec le délai de survie lié au problème de la maladie. Alors pour arrêter de mélanger les poires et les pommes, et notamment les classifications, le HS vient de publier une nouvelle classification qui a le mérite d'être encore plus simple à appliquer, puisqu'elle s'appuie sur 2 critères. Un critère de calibre de l'éventration, plus ou moins 5 cm, et un critère d'association ou non à une hernie incisionnelle, c'est-à-dire médiane associée, dont on connaît le lien statistique. Qui opère-t-on? Tu l'as bien dit, 10 à 30% des éventrations péristomiales seulement seront opérées, ce qui veut dire que près de 3 patients sur 4, voire de 4 patients sur 5, ne seront pas opérés. Sans doute par minimisation du problème, que ce soit par leur chirurgien ou par le patient lui-même, mais que ce soit aussi par une interférence avec le traitement complémentaire ou en rapport avec une évolutivité de la maladie néoplastique. Quoi qu'il en soit, il est important de souligner que ces patients seront opérés principalement pour des critères d'indication fonctionnelle, beaucoup plus que pour des critères de risque vitaux. Tu as souligné qu'il y avait des facteurs de risque qui étaient liés aux patients. Ceux-ci sont démontrés en variables indépendantes, notamment par une équipe coréenne que tu as mentionnée au centre anticancéreux de Séoul, avec une validation plus récente par une équipe japonaise. Les facteurs liés à la technique sont plus débattus, tu l'as dit aussi. Il faut quand même peut-être s'arrêter sur cette sous-péritonisation. Effectivement, Golliger, qui en était son initiateur, y a renoncé. Mais 2 méta-analyses, dont une récente, font état, effectivement, dans des études qui ne sont pas toutes randomisées, d'au moins, mais qui représentent un total de 13 papiers au total, font état d'une nette préférence quand même en faveur de cette sous-péritonisation. Ce que valide également une étude récente publiée par Leroy chez Maresco à propos d'une série monocentrique de 22 patients. En matière d'essais randomisés, les 2 que tu as présentés, qui sont les 2 seuls disponibles de la littérature concernant les colostomies, ne sont pas exempts de toute critique non plus. James apporte des colostomies qui sont certes transrectales, mais directes, avec un suivi à 5 ans, mais avec un taux de perte de vue très hétérogène si l'on compare les 2 groupes, appareillés avec mèche ou sans mèche. Par ailleurs, il n'y a aucun suivi scanographique, ce qui est un peu étonnant dans une population de patients qui sont censés être opérés d'une pathologie néoplasique. Serra Racil, lui aussi, fait état de colostomie directe transrectale,
avec un suivi qui n'est plus que de 2 ans, et surtout en éliminant d'emblée tous les patients qui peuvent présenter des facteurs de risque, que ce soit liés à leur surpoids ou des facteurs de risque liés à l'altération de leur paroi. En matière de prothèses utilisées, je crois qu'il faut dire 2 choses. La première, tu l'as mentionné, c'est que la majorité des essais font état de résultats rapportés avec des prothèses en EPTFE. Prothèse certes peut être désiogène, mais microporeuse, on le sait, avec un risque non seulement septique, mais avec un risque surtout de rétraction. Par ailleurs, d'autres études rapportent, avec des prothèses macroporeuses, un certain nombre de résultats. Je crois qu'on peut leur accorder un certain crédit, mais qu'ils demandent à être confirmés avec un peu plus de recul. J'en veux pour preuve une récente publication d'une équipe autrichienne concernant la prothèse de PVDF, qui est largement défendue par une équipe pourtant réputée, l'équipe d'Aix-la-Chapelle. Cette prothèse de PVDF, implantée en intrapéritonéal, est censée avoir une innocuité documentée sur plus de 300 patients à qui l'équipe de Berger a mis en place cette prothèse pour des problèmes d'éventration. Eh bien, les Autrichiens ont retrouvé sur une série de 27 patients 5 adhérences sévères sur du grêle imposant des réinterventions, c'est-à-dire un taux de 20%. Alors je te propose de tempérer tes conclusions et je te propose celle-là. Premièrement, aujourd'hui, le site prothétique idéal n'est pas validé. Si tu fais un choix de site Anderley, alors à ce moment-là, effectivement, le Schöger-Becker va être supérieur au K-Hall. Mais ça, c'est vrai si tu utilises une prothèse en EPTFE. Anderley étant une situation intrapéritonéale. Si tu fais un choix de prothèse composite, à ce moment-là, que ce soit en prévention ou de façon curative, les résultats restent à valider. Pour les valider, il faut évidemment des essais multicentriques. Pourquoi multicentriques? Parce qu'il faut des effectifs larges, il faut des comparaisons techniques, il faut un calcul important. 2 essais contrôlés sont en cours, on les cite juste, un essai hollandais, un essai anglais. Je crois, et Jean-François Gillion nous l'expliquait lors d'une autre séance, qu'il y a là toute la place d'un registre. Registre parce que parfaitement adapté aux grandes séries multicentriques et au recul important. Et peut-être qu'il y a là la source d'une collaboration entre le club CIO et le club Ernie. Enfin, je ne résiste pas au plaisir, pour conclure, de te raconter une histoire belge. Je te l'ai déjà racontée, elle date un peu, mais j'essaie de l'actualiser pour qu'elle te fasse encore un peu sourire. En Belgique, on opère 3000 cancers du rectum par an. On peut estimer qu'on va réaliser 600 colostomies terminales sur ces 3000 patients. Si on ne leur met pas de prothèse, on va opérer 40% de ces patients d'éventration péristomiale, c'est-à-dire 240 patients. Parmi ces 240 patients, on va observer 40% d'éventration péristomiale. Parmi ces 240 patients, un quart seront symptomatiques. Il faudra donc les opérer, c'est-à-dire qu'au total, on aura opéré 72 patients. 15% de ces patients récidiveront de leur éventration. On obtient donc 11 patients. Et on observera une morbidité de 12%, c'est-à-dire 9 patients. Si maintenant, on décide, comme le gold standard que tu défends le fait envisager, d'opérer systématiquement tous ces patients et de leur poser une prothèse préventive. On va donc avoir 600 patients opérés. Si on reprend les pourcentages de la littérature disponible, le taux de récidive chez ces patients est de 2,6%, soit 16 patients, et la morbidité observée est de 4,4%. Et encore, j'ai réduit la morbidité strictement à celle observée liée à la prothèse, ce qui fait 27 patients. Je te laisse comparer ces chiffres, et je pense que là, on peut amorcer la discussion. Merci Jean-Pierre. Il ne faisait aucun doute que la critique allait être acerbe. C'est fait. Je pense qu'on peut lancer la discussion. Si discussion il y a face à ces chiffres. Oui, monsieur. Je félicite Jean-Pierre pour sa communication. Et deuxièmement, je suis un petit peu malgré tout en réserve parce que tu ne nous as pas dit comment on réparait une éventration de colostomie. Tu fais de la prévention, là, mais comment répares-tu? Rappelle-toi que c'était autrefois un très gros problème. Chez Jacques Mialaret, on avait essayé de mettre des tas de solutions.
Alors, est-ce que vous avez réfléchi, vous, maintenant, à la façon de trouver une solution valable? Moi, personnellement, je pense que le mieux, c'est de changer le site de la colostomie. Mais je voudrais savoir si vous êtes d'accord, toujours, avec ce type de conclusion. Alors, c'est un sujet qui m'a aussi beaucoup passionné, donc que j'ai beaucoup étudié. Les fermetures par graphie simple, vous oubliez, c'est 100% de récidive. Les transpositions de stomie, vous transposez le problème. Parce que vous remettez la stomie, le côlon à un autre endroit où vous allez avoir une nouvelle éventration péristomiale. Et vous risquez non seulement d'avoir une nouvelle éventration péristomiale, mais une éventration sur l'ancien site de stomie et sur la laparotomie médiane que vous allez devoir utiliser pour reprendre. Et donc, si on prend la littérature, on arrive pratiquement à 70% d'éventration dans les transpositions. À moins que l'on fasse une transposition plus une prothèse. Ça, c'est une technique que, je pense, M. Alexandre a déjà défendue. Donc, la technique actuelle, je pense qu'il faut réparer avec une prothèse. Maintenant, on n'a pas de gold standard pour vous dire quelle prothèse il faut utiliser, où il faut la mettre, comment il faut la mettre. Ce que je peux simplement vous dire que si vous prenez l'ensemble de la littérature, vous avez, malgré la mise en place d'une prothèse, 8% de récidive, vous avez à peu près 3% d'infection de prothèse nécessitant le retrait de celle-ci. Et dernière chose, on ne parle pas d'une chose, c'est la morbidité de ce type d'intervention qui est très très élevée, avec souvent des plaies du grêle qui passent inaperçues, qui terminent en péritonite. Et je vous rappelle les statistiques du registre danois qui sont peut-être moins bons que les chirurgiens francophones. Ils ont 6% de mortalité. Mais les Danois, ils ont au moins, un avantage, c'est d'être excessivement rigoureux. Et avoir le courage de publier ce type de chiffres, c'est pas mal, et ça correspond à leur réalité de leur pays. 6% de mortalité, c'est loin d'être négligeable. Un autre commentaire ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais faire un commentaire déjà pour féliciter Philippe Otters et le commentateur Jean-Pierre Cossa. Philippe Otters pour la qualité de sa démonstration, et puis Monsieur Cossa, effectivement, qui rend un petit peu illusoire toute tentative d'améliorer les résultats compte tenu des chiffres qu'il nous a donnés. Néanmoins, je voudrais lui dire qu'actuellement, en France, il y a un essai prospectif concernant la prévention des éventrations péristomiales dans la chirurgie d'amputation abdominopérinéale. Cet essai, il est mené par le groupe Grécard. Le groupe Grécard, c'est un groupe qui est spécialisé dans la chirurgie du cancer du rectum et qui est en train d'évaluer l'intérêt de la mise en place préventive en pré-aponévrotique d'une prothèse non résorbable dans ce type de chirurgie. Donc il y a 200 malades qui sont prévus, 100 malades avec prothèse, 100 malades sans prothèse. Nous en sommes actuellement, parce que nous faisons partie de ce groupe, à 139 patients. Donc on aura bientôt les résultats en matière de résultats précoces. Ce qu'on peut confirmer, par contre, parce que l'essai a été interrompu, c'est qu'il n'y a pas eu encore de cas d'infection de ces 139, de ces 70 prothèses déjà mises en place. Donc on aura les résultats, ils seront communiqués par voie de publication d'ici 1 an ou 2. C'était simplement pour apporter cette précision. Quelqu'un d'autre peut poser une question ? Je pense qu'il y aura la place, lors d'une autre séance, pour le traitement des éventrations péristomiales, parce que je crains, comme ça a été démontré, qu'on ne résolve pas tout avec la prévention, et là, ça sera vraiment encore autre chose. Si je peux juste me permettre de dire que je pense que les 3 études qui sont menées actuellement vont toutes démontrer de nouveau l'intérêt de la prothèse en termes de prévention de la hernie péristomiale, mais elles ne répondront pas de nouveau à une question qui reste fondamentale, c'est quelle est la meilleure technique. Parce que les 3 études, aussi bien la hollandaise, la française, reprennent le même schéma que les études précédentes, c'est-à-dire des prothèses placées dans la gaine postérieure des grands droits, prothèses trouées, et vous allez tous, dans toutes les mêmes séries, avoir les mêmes problèmes de prothèses qui vont s'agrandir avec le temps, avec quand même des hernies péristomiales. Et donc, il y avait aussi la technique maintenant de Berger avec le PVDF, et lui, il utilise une prothèse tout à fait spéciale avec un entonnoir au milieu. Je crois que c'est aussi une autre piste de travail, et moi, je n'ai pas aujourd'hui la réponse pour vous dire quelle est la meilleure technique. Mais si on a transposé la technique de Sugar-Baker modifiée à la prévention, c'est parce qu'on a démontré dans la réparation que les keyholes ne marchaient pas et que la Sugar-Baker donnait de bien meilleurs résultats. Voilà. Alors, concernant l'intérêt de cette étude, juste pour répondre sans prendre trop de temps, c'est qu'il s'agit d'une étude comportant 200 malades, ce qui n'est pas le cas des études précédentes. Bien sûr. Bien, nous allons passer à un autre sujet. Merci, messieurs.